Nous commencions l'université et nous étions choqués par l'ampleur du militantisme de gauche. Nous venions pour la plupart de la campagne, d'un milieu simple et religieux. Pour beaucoup d'entre nous, la défaite de 1967 n'était pas seulement celle de l'État, mais celle de toute la gauche socialiste. Nous étions choqués qu'ils se moquent de la religion, et cela nous a incités à les défier. Le courant islamiste partage les réticences de Sadat à entrer en guerre contre Israël. Il considère que l'État hébreu a triomphé parce qu'il a su préserver sa religion. Ce n'est qu'en retournant à l'islam que l'Égypte pourra effacer la défaite de 1967. Sadat va donc s'appuyer sur les étudiants islamistes pour éliminer ses adversaires de gauche qui contrôlent les universités. En tant qu'islamistes, on avait un intérêt commun. C'était à la fois les ennemis de Sadat et les nôtres. Et s'en débarrasser était une bonne chose pour l'islam et pour l'Égypte. Tant mieux si Sadat y trouvait son compte. L'affrontement a lieu en janvier 1972. Sadat trouve une excuse peu convaincante pour repousser, une nouvelle fois, la guerre tant attendue. En réponse, les étudiants nasseristes organisent un sit-in dans le hall principal de l'université du Caire. Le hall principal était occupé par les marxistes et les nasseristes. On a discuté avec eux, mais ils ont persisté à insulter la religion. Nous, on est des paysans. Quand on nous insulte, on cogne. Ils sont arrivés avec des bâtons et des chaînes. Ils nous ont frappés et chassés en nous traitant d'infidèles et d'athées. On y est allé en groupe. L'État avait envoyé des véhicules pour nous conduire à l'université du Caire. On s'est retrouvés dans le hall principal, et là, on leur est tombé dessus. Les hommes de la sécurité regardaient. Ils les ont laissés nous tabasser. Personne n'est intervenu, ni les gardes de l'université, ni les officiers de la sécurité d'État. On a compris qu'ils bénéficiaient de complicité en haut lieu. Les complicités entre les étudiants islamistes et la sécurité d'État sont bien plus étendues que ce que soupçonnent les étudiants de gauche. La Jama'a al-Islamiyya, on ignorait qui la soutenait. Jusqu'à ce que Mohamed Osman Ismail appelle le vice-ministre de l'Intérieur. Envoyez des ambulances à l'université du Caire. Aujourd'hui, nous allons anéantir les communistes et les nasseristes. On a demandé, nous c'est qui? Il a répondu, le groupe islamiste qu'on a créé. C'est là qu'on a découvert que le régime soutenait ce mouvement. Les forces du CSF, la sécurité centrale, prennent d'assaut l'université. Tous les leaders du sit-in sont arrêtés. Maintenant que le dernier bastion du nasserisme est écrasé, Sadat va enfin pouvoir mettre en œuvre sa politique. حسيبك يا عمر يا تلمساني انت والاخوان المسلمين تشتغلوا سياسه بحريه كامله مش بس كده وبدعم مني شخصيا ان محدش يتعرض لكم ابدا بس بشرط عشان ما تقولوش ان انا ما حذرتش اولا ما فيش قله ادب معايا ابدا ثانيا الناس لازم تلزم حدودها وتعرف مين اللي اداها الحريه دي. Il a fait libérer les frères musulmans emprisonnés et leur a donné une certaine liberté. Sadat est arrivé au pouvoir tout seul. Il n'avait pas d'alliés. Il a compris qu'il pouvait s'appuyer sur ce courant islamique que Nasser avait réprimé. Les forces de la sécurité n'étaient pas d'accord. Elles avaient des doutes. Elles avaient toujours considéré que l'islam politique était susceptible d'empêcher le pays de devenir un État laïque moderne. Le président Anwar el-Sadat a commencé à se présenter comme le pieux président.
Il a inventé le slogan « Le pays de la science et de la foi ». Et il a exagéré les marques de prière sur son front. La libération des frères musulmans, après une décennie passée dans les prisons de Nasser, marque le début d'une islamisation profonde de l'Égypte. Le renouveau de l'islam politique en Égypte a commencé à l'université dans les années 70. Cela a redonné de la vigueur aux frères musulmans, qui étaient devenus un groupe d'hommes âgés, attachés à leur passé glorieux, mais sans espoir pour l'avenir. L'Union étudiante a décidé, avec les frères musulmans, d'organiser des camps de vacances pour les étudiants islamistes de toutes les universités du pays. La confrérie finançait, mais discrètement. Les dignitaires d'Ikhwan, de retour en Égypte après des années d'exil dans les riches États pétroliers, payent volontiers l'addition pour aider les différents courants islamiques à se développer. En 1973, le premier jour à la faculté d'ingénierie, on a trouvé une grande bannière, comme une affiche de cinéma. On n'avait pas d'argent à l'époque. Nos affiches se résumaient à des feuilles gribouillées avec des feutres de couleur. Mais là, l'affiche était grande et chère. Elle disait « Le parti de Dieu affronte celui du diable ». Admettons, mais qui était avec Dieu et qui avec le diable? Ils ont tenté de séparer étudiants et étudiantes. Ils voulaient qu'on récite le Coran au début des cours. C'était tout à fait étrange. L'université a toujours été laïque. Et jamais on n'avait vu de telles activités en son sein. Bien que les islamistes aient permis à Sadat d'asseoir son pouvoir les premières années, les divisions internes rendent vite ce mouvement incontrôlable. Sadat ne veut pas la guerre, mais le Sinaï est occupé et l'armée ne peut pas rester éternellement mobilisée. En bon stratège, le président égyptien comprend qu'une guerre limitée pourrait mener à la paix. Le président est sorti dans le jardin, je marchais derrière lui. Votre bureau a une chambre? Oui. Et avec téléphone et frigo? Oui. Faites venir un dactylographe. J'ai appelé Hamdi El-Tari et il m'a envoyé quelqu'un. Sadat a dit « Enfermez-le dans cette pièce, coupez le téléphone et apportez-lui à manger. » Puis il a dicté. Tape. Nous, président de la République, ordonnons l'exécution de l'opération Badr. Il a inscrit à la main le jour, 6 octobre, et l'heure, 1h55. أخيراً جات اللحظة اللي استنيناها 6 سنين. صدرت لنا الأوامر بالعبور. هنقتحم القناة. هنحرر سيناء. تحيا مصر. تحيا مصر. L'Égypte est parvenue à avancer de quelques kilomètres jusqu'à la limite protégée par nos missiles. Et pour la première fois dans l'histoire du pays, nous avons fait des prisonniers de guerre israéliens. On a vu l'image d'Assaf Yagouri et son unité, comme ça, accroupis. Ça nous a rendu notre honneur, notre fierté. L'attaque surprise de Yom Kippour détruit le mythe de l'invincibilité d'Israël. Pour Sadat, c'est déjà une victoire. Son but n'est pas de vaincre Israël, car cela entraînerait immanquablement de futures guerres. Seule une impasse militaire est susceptible de favoriser des pourparlers et de mener à un statu quo acceptable pour les deux pays. Sadat sait que les États-Unis veulent maintenir l'équilibre dans la région et qu'ils soutiendront des négociations dès que l'occasion se présentera.
Il ignore les recommandations de ses commandants et fait sortir ses troupes de la zone protégée par les missiles. Le jour même, la 3e armée égyptienne est encerclée. Mais Sadat a gagné son pari risqué. Le président Nixon envoie son secrétaire d'État, Henry Kissinger, pour obtenir le retrait des 2 armées. Sadat va enfin parler directement aux Américains. Kissinger demandait à Sadat que faire à tel ou tel kilomètre. Celui-ci lui a répondu « Je ne veux pas entrer dans les détails, je veux parler de l'avenir de la région ». En gros, il disait « Prenez les choses de façon globale, oubliez les détails et les kilomètres. Le but que je poursuis, c'est de ramener l'Égypte et le Moyen-Orient dans la zone d'influence politique américaine. » Le projet capitaliste de Sadat est enfin à sa portée. Pour affirmer sa nouvelle légitimité, il nomme à la vice-présidence un héros de la guerre de 1973, Hosni Moubarak. Afin de sceller l'amitié américano-égyptienne, Sadat devient le premier dirigeant égyptien à se rendre en voyage officiel aux États-Unis. Et c'est à Washington qu'il révèle sa nouvelle politique économique capitaliste, nommée la porte ouverte, en arabe l'Infitah. To do their best